Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et à toutes, pardon. Je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui, ce soir, dans le cadre de cette semaine de l'Europe. C'est une semaine qui a commencé pour moi déjà lundi parce que j'ai fait une conférence qui ressemble à celle-ci dans les différentes écoles techniques du canton. Mais je suis très contente évidemment de revenir aux sources, revenir dans le canton qui m'est cher, ce canton de Neuchâtel, parce qu'aujourd'hui je travaille à Bruxelles. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du climat, un sujet qui est compliqué, je vais vous parler de certains faits qui sont difficiles à entendre, mais je pense qu'il faut voir la réalité en face si on veut être capable de changer les choses. Et donc c'est vraiment avec cette vision que je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais aussi partager avec vous mon parcours. Donc je vais un peu partager avec vous mes voyages, mes découvertes et aussi mes différentes réflexions et le tournant que j'ai fait dans ma carrière il y a quelques années. Et donc je ne vais pas parler vraiment spécifiquement de l'eau, même si c'est le thème de cette semaine de l'Europe, mais parce que l'eau, évidemment, ça fait partie du système climatique, et vous allez le voir, il y a plein de liens, évidemment, avec le cycle de l'eau. Mais j'ai appelé cette conférence «Évitons la goutte d'eau qui fera déborder le vase», parce qu'aujourd'hui, mais il est encore possible d'éviter la goutte d'eau qui fera déborder le vase et qui fera que la vie sur Terre deviendra très compliquée. Et donc c'est avec cette phrase que j'ai voulu commencer cette conférence. Et donc je vais commencer par vous emmener à travers mes premiers voyages, donc ce qui m'a mené du Val de Travers vers les pôles. Donc moi j'ai passé ma jeunesse au pied du Creux du Vent, donc dans ce Val de Travers, cet endroit qui m'est cher, cet endroit qui m'inspire. Mais finalement c'est dans ces montagnes que moi j'ai surtout développé une passion pour les océans. Donc depuis mon plus jeune âge, et je pense que certains d'entre vous me connaissent depuis cette époque, mon rêve c'était d'aller étudier les océans, de partir les explorer durant des expéditions. Et donc, à l'âge de 19 ans, j'ai quitté le Val de Travers pour aller étudier les océans. Je suis d'abord partie en France, à Bordeaux, pour étudier l'océanographie. Et en rentrant régulièrement au Val de Travers, et grâce à mes études, j'ai réalisé que finalement, on pouvait étudier les océans en observant ce creux du vent, en allant par exemple chercher des fossiles au pied du creux du vent. Mais il n'y en a plus beaucoup, parce que je pense que les passionnés s'en sont donnés à cœur joie il y a déjà de nombreuses années. Mais par exemple, dans ce creux du vent, on peut trouver des fossiles d'ammonites. Et donc les ammonites qui sont des organismes océaniques qui vivaient à l'époque dans des mers tropicales. Et donc le fait qu'on trouve ces fossiles dans ce creux du vent, c'est la preuve qu'il y a 200 millions d'années, on avait une mer tropicale sur ce creux du vent. Et donc c'est simplement en observant ce creux du vent qu'on se rend compte que les changements climatiques ont toujours existé. Mais finalement, on peut le regarder aussi sans observer les fossiles. Et la forme de ce creux du vent et le fait qu'il existe est issu du fait qu'il y avait à l'époque, il y a 20 000 ans à peu près, un immense glacier durant la dernière époque glaciaire sur ce creux du vent. Et c'est l'érosion due aux glaces qui a créé en partie ce cercle du creux du vent. Mais si on veut étudier les climats du passé et surtout comprendre comment l'activité humaine a perturbé ces climats, et donc avoir une vision un petit peu plus précise, il faut aller vers les pôles. Et donc je vous emmène vers le Groenland, donc c'est ce continent tout en haut ici en vert. Et ce continent, c'est un continent montagneux qui est recouvert d'un dôme de glace qui a une épaisseur d'environ 2500 à 3000 mètres, donc presque 3 km de glace. Et donc c'est un continent qui est gigantesque et qui renferme l'histoire de notre climat et de notre humanité. Comment ça marche? Donc on a ce continent avec ce dôme de glace et chaque année, il neige sur ce dôme de glace et comme il y fait très froid pendant l'été, la neige ne fond pas. Donc cette neige, elle s'accumule d'année en année et donc en s'accumulant, elle devient de la glace parce que, du fait de la pression sous son propre poids. Et donc, on a des couches de glace sur 3 km d'épaisseur sur ce Groenland. Et dans cette glace, on a des petites bulles d'air de l'atmosphère de notre passé. Cet air qui est en fait piégé au moment où les flocons de neige tombent. On a l'air atmosphérique entre les flocons. Et cet air est de petit à petit piégé et se transforme en bulles au moment où la glace se crée dans cette calotte du Groenland. Et donc, si on fore à travers cette calotte, on arrive à reconstituer le climat pour l'hémisphère nord jusqu'à 150 000 ans. Et si on va jusqu'à l'Antarctique, jusqu'à 800 000 ans aujourd'hui, il y a des projets qui devraient nous permettre d'aller jusqu'à 1,5 million d'années. Et donc le but, c'est de reconstruire les cycles climatiques, donc de comprendre comment le climat a changé, parce que si on veut être capable de comprendre comment le climat va évoluer, il faut avoir une base, il faut savoir d'abord qu'est-ce que sont les cycles climatiques naturels, et après d'essayer de superposer l'activité humaine par-dessus ça pour être capable de projeter quel va être en fait le climat du futur. Et ça, c'est évidemment très important pour être capable de s'y adapter.
Donc à quoi ça ressemble? Donc quand on arrive au sommet du Groenland, on arrive sur une terre vierge, une terre de glace. Et donc, en tant que scientifique, on doit amener tout notre matériel. Ce matériel, on l'emmène depuis la côte en général, donc le gros matériel grâce à des caterpillars. Ça prend des mois, parce qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres pour arriver jusqu'au sommet de cette calotte du Groenland. Et puis une partie du matériel qu'on emmène avec les avions de l'US Air Force, qui nous permettent d'avoir notamment du ravitaillement tous les quelques mois. Donc la première année, on installe le camp. Et les années suivantes, on va faire du forage glaciaire. Donc ici, vous avez quelques images. Ce sont les tentes dans lesquelles on dort. Ici, les tentes qui ont le matériel. Et puis ici, ce dôme qui est assez typique des missions européennes. Ça, c'était le camp de la mission NEM en 2009, à laquelle j'ai participé. C'est le dernier grand forage glaciaire international qui a eu lieu sur le Groenland. Il y en a eu plusieurs autres, un petit peu de moins grandes amplitudes par la suite. Et donc ce dôme qui est noir, parce qu'évidemment le noir absorbe la chaleur, donc ça permet d'avoir un petit peu de chaleur. C'est notre endroit de convivialité où on a une cuisine et où on peut se retrouver. Mais donc où est-ce qu'on travaille? Eh bien en fait on travaille plus ou moins sous ce dôme, sous cette glace, parce que quand on fore de la glace, quand on l'extrait, il faut qu'elle reste à température constante. Et donc pour avoir une température constante, il faut rester sous la glace, parce qu'en surface, même au Groenland, la température peut vraiment varier beaucoup. Surtout de nos jours, on arrive parfois même en été à avoir des températures positives à la surface de ce Groenland. Donc ici, on voit la tranchée scientifique. Donc ici, on est vraiment sous la glace. Ça, c'est le toit, et par-dessus, il y a encore de la glace. Et donc ici, on a la foreuse, qui fait à peu près 6 à 7 mètres de long. Et au bout de cette foreuse, on insère des couteaux. Et cette foreuse, on la fait basculer à la verticale, on la rentre dans un trou, et on va commencer à forer. Donc ça tourne assez rapidement. On fore 3 mètres, on remonte, on extrait la carotte et on y retourne. On fore 3 mètres, on remonte et on extrait la carotte. Donc vous imaginez que pour aller jusqu'à 2,5 à 3 km de profondeur, ça fait énormément d'allers-retours, énormément de travail. Et donc sur une saison où on y est plusieurs mois, on travaille en général 24 heures sur 24. Et jusqu'à il y a quelques années, il fallait plusieurs années pour forer une carotte comme celle-ci. Maintenant, les choses s'accélèrent et peuvent aller un petit peu plus vite. Et donc, pour garder le trou ouvert, on met du liquide pour pas que le trou s'effondre sur lui-même, parce qu'évidemment, si on a un trou de plusieurs kilomètres, c'est pas évident d'arriver à le garder avec toutes les forces que la glace vont entraîner sur le trou, pour éviter en fait que le trou s'effondre. Il faut bien sûr qu'on continue durant tout le forage, qu'on fore toujours dans le même trou et dans la même direction et bien verticalement. Donc, à quoi ressemble une carotte? On a ici une carotte de glace. On voit différentes couches ici. À l'intérieur de cette carotte, il y a des toutes petites bulles qu'on ne voit pas sur cette image, mais que je vous montrerai par la suite. Et puis ici, on a une couche de poussière ou bien une couche de cendre. Parce qu'en fait, dans ces carottes, on arrive à retrouver les éruptions volcaniques. Par exemple, quand j'étais sur NEM, on a pu observer les cendres du Vésuve, donc ce volcan qui a une éruption il y a à peu près 2000 ans. Donc c'est assez fascinant. Et en fait, ces différentes poussières et ces cendres, elles nous permettent aussi de dater les carottes. Donc on fait différents types de mesures. Donc par exemple ici, on fait du scanner, de la vidéo. On arrive à avoir des images comme celle-ci, où ici on voit toutes les petites bulles d'air. Et puis ici en noir, on a la poussière. Et puis on mesure aussi les propriétés électriques dans la glace. Donc chaque fois qu'il y a de la poussière, ça va faire changer les propriétés électriques. Et donc on va avoir des pics comme ceux-ci. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que chaque année en Chine, on a des tempêtes de poussière très importantes. Et donc toute cette poussière, elle part dans l'atmosphère et elle va être transportée jusqu'au nord de l'hémisphère nord, jusqu'au Groenland. Et cette poussière, elle se dépose sur le Groenland. Et donc on arrive à compter les couches de poussière qui sont donc chacune représente une année pour arriver à dater les carottes. On ne peut pas faire ça jusqu'au fond parce qu'après les couches, elles se mélangent. Mais c'est une des façons de dater les carottes. Et donc ensuite, on doit les découper. Donc il y a de nombreux laboratoires internationaux qui participent à ce genre de forage. Et donc on a en avance fait des plans très précis de découpe, qui va avoir quel morceau de glace. Et c'est toute une discussion en consortium pour arriver à prendre ces décisions, parce qu'on va faire tout un tas de mesures. Et on a une seule carotte de 10 à 15 cm de diamètre qu'on va devoir se partager. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et ensuite, on les envoie, toutes ces carottes, dans les différents laboratoires à travers le monde. Donc moi, durant ma thèse, j'ai développé une machine pour extraire l'air qu'il y avait dans ces carottes de glace. Et donc c'est une machine qu'on appelle la râpe à fromage. Donc ici, on a un pot, et à l'intérieur de ce pot, il y a vraiment comme une râpe à fromage cylindrique. Et donc l'idée, c'était d'introduire la glace à l'intérieur, ensuite de faire le vide,
et puis de secouer ce pot très rapidement, donc afin que ça râpe vraiment la glace de manière très fine. Et puis ensuite, on avait l'air qui était à la base dans la glace, qui se retrouve dans le pot. Et puis donc j'ai développé un système de préconcentration qui permettait avec des sorbants d'extraire cet air depuis le pot, donc sur des tout petits volumes, et puis ensuite de l'injecter dans différents types de machines, comme des spectromètres de masse ou des chromatographes en phase gazeuse, afin de mesurer les concentrations des gaz à effet de serre, mais aussi de mesurer l'empreinte de ces gaz, donc pour ceux qui sont chimistes, l'empreinte isotopique, parce qu'il existe différents types de CO2, par exemple différents types de méthane, et on arrive aujourd'hui à savoir comment ces gaz étaient émis. Donc pas seulement combien de ces gaz étaient présents dans l'atmosphère, mais aussi par quel biais, par quel type de processus chimiques ou biologiques ils ont été émis. Donc on peut par exemple identifier du méthane qui vient plutôt de la combustion de la biomasse ou du méthane qui a été émis par la digestion des bovins. Donc ça, on peut très clairement le différencier. Et donc pour résumer, donc on a ici un échantillon de glace. Ici, on voit très bien les petites bulles d'air. Donc les bulles d'air nous permettent de reconstituer la composition de notre atmosphère du passé. Donc vraiment, chaque bulle représente un petit morceau de la composition de notre atmosphère du passé. Et puis on a la glace qui nous permet de reconstituer les températures du passé. Donc en faisant fondre la glace et en mesurant ses propriétés, aussi son rapport isotopique, on arrive à savoir la température qu'il faisait au moment où les flocons de neige se sont formés. Et avec différents modèles, aujourd'hui, on arrive à calculer la température globale qu'il faisait à ce moment-là. Donc on a non seulement les compositions des différents gaz à effet de serre, mais aussi la température qu'il faisait à ce moment-là. Et puis évidemment, on arrive aussi à dater les différentes couches de glace, grâce notamment aux particules fines et grâce à différentes autres mesures qui sont un petit peu plus compliquées. Donc toutes ces données, ça nous permet d'avoir un graphique comme celui-là. Donc ça, c'est un graphique qui a été publié il y a déjà quelques années, mais c'est un graphique qui est très important en termes de climatologie et qu'on cite très souvent. On espère d'ici quelques années avoir un graphique qui va aller un peu plus loin, presque 2 fois plus loin, mais ça va prendre encore quelques années. Donc ici, c'est un graphique des données extraites de carottes de glace de l'Antarctique. Et donc on voit au milieu les températures entre moins 800 000 ans à gauche et aujourd'hui à droite. On voit que la température a évolué entre des périodes plus chaudes, des périodes interglaciaires et des périodes plus froides, des périodes glaciaires, selon différents cycles. Et ce qu'on observe aussi, donc en haut, on a les concentrations de CO2 et les concentrations de méthane, qui sont deux gaz à effet de serre très puissants, c'est que les concentrations de ces gaz sont corrélées avec les changements de température. Et une des raisons à cela, c'est que la température change à cause de différents paramètres naturels. Et cette température va faire qu'on va avoir des périodes plus froides, donc les périodes glaciaires. Et durant ces périodes, on a une grosse partie de l'hémisphère nord qui va être recouverte par de la glace. Et donc toute la biosphère, tous les végétaux, ils ne vont plus être en train d'échanger avec l'atmosphère. Et donc ça bloque cet échange et ça fait diminuer les concentrations de CO2 et de méthane. Et quand on a une période qui devient plus chaude, on a la glace qui va fondre, qui va se retirer. Ça va notamment former des marécages. Et ça va entraîner des émissions de méthane et de CO2 également. Donc ce qui entraîne ces changements climatiques naturels, c'est la façon dont la Terre tourne autour du Soleil, donc les cycles de Milankovitch qui se passent sur de très longues périodes de temps. Ici, je donne l'exemple de l'excentricité, mais il y a d'autres paramètres. L'excentricité qui a une période de 100 000 ans. Donc l'excentricité, c'est la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. Elle peut tourner autour du Soleil d'une manière circulaire, et puis plus tard d'une manière elliptique, donc sur cette période de 100 000 ans. Et quand elle tourne autour du Soleil d'une manière elliptique, et au moment de l'aphélie où elle est le plus loin du Soleil, si elle est le plus loin du Soleil au moment de l'été, on va avoir des étés plus froids. Et c'est ça qui va permettre aux calottes glaciaires de se développer, parce que donc la neige qui sera tombée pendant l'hiver, elle ne fondra pas, et donc elle va s'accumuler et se développer en glace. Et ça fera en sorte qu'on ait ces périodes glaciaires. Donc ça, à nouveau, c'est un des paramètres. Il y a d'autres paramètres qui sont plus compliqués. Et il y a aussi le volcanisme qui est responsable des changements climatiques naturels. Mais le problème aujourd'hui, qui n'est pas nouveau, c'est que nos activités ont fait drastiquement augmenter ces émissions de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, mais aussi les autres gaz que je vais montrer tout à l'heure. Et aujourd'hui, on émet 60 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an. Donc c'est une masse absolument gigantesque. Et aujourd'hui, on continue à augmenter ces émissions. Donc si on regarde où on en est en termes d'émissions, ici c'est un graphique
avec sur l'axe des X les émissions de gaz à effet de serre, sur l'axe des Y, pardon, sur l'axe des X la période de 1990 à 2019. On voit les différents types de gaz à effet de serre, donc le CO2 ici, qui est émis par les sources fossiles et les industries. Le CO2, donc ça ce sont les émissions nettes qui sont dues au changement d'utilisation des sols, parce que ça on n'en parle pas assez, mais changer l'utilisation des sols, dégrader les sols, ça entraîne des émissions de CO2, parce que le sol devrait normalement être un puits de CO2, comme les différents types de végétaux et les arbres. Et puis on a le méthane, qui est aussi un gaz très puissant, qui est émis notamment par les bovins, et puis d'autres gaz qui sont encore plus puissants en termes de potentiel de réchauffement, mais qui sont plus faibles en termes de concentration, qui sont l'oxyde nitreux et les différents gaz fluorés. Donc ce qu'on voit, c'est que malgré les différentes législations qui sont en place ou en train d'être mises en place, on est toujours dans un contexte global où on continue à émettre toujours plus de gaz à effet de serre. Et donc ces gaz à effet de serre, ils épaississent cette couche de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc ils accélèrent cet effet de serre. J'explique très rapidement ce qu'est l'effet de serre ici pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment. Donc l'effet de serre, c'est le soleil qui réchauffe la surface de la Terre. La Terre, en se réchauffant, elle va rayonner en retour. C'est un peu comme si elle transpirait, elle renvoie de la chaleur. Et cette chaleur qui est renvoyée par la Terre, elle est piégée par ces différents gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et plus on a de ces gaz, plus on va avoir de chaleur piégée, et donc plus on va avoir de réchauffement à la surface de la Terre. Et donc on arrive à calculer assez précisément aujourd'hui quelle température va être entraînée par quelle augmentation de gaz à effet de serre. Si on regarde où on en est en Suisse aujourd'hui en termes de sources de gaz à effet de serre, donc on a différents types de sources. On a les transports qui sont un problème majeur partout dans le monde, mais en Suisse et en Europe, c'est vraiment les émissions qui continuent à augmenter malgré les efforts qui sont encore faibles mais qui existent pour faire diminuer ces émissions. Donc les émissions des véhicules individuels, des véhicules comme les camions, le maritime, les avions, ça représente à peu près 32% des émissions de gaz à effet de serre pour la Suisse. On a l'agriculture, donc on l'a dit, l'élevage des bovins, donc la digestion des bovins qui émettent énormément de méthane, mais on a aussi l'utilisation des engrais, l'utilisation des pesticides qui dégradent les sols et qui entraînent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, notamment cet oxyde nitreux, donc tous les composés azotés. Et puis on a aussi toute l'infrastructure autour de l'agriculture qui joue un rôle, mais ça c'est beaucoup plus mineur. Ça représente 15% pour la Suisse. Et puis on a l'urbanisation, on a les bâtiments, les services publics aussi, donc tout ce qui est tertiaire, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Un des gros problèmes, c'est la mauvaise isolation des bâtiments. Et ce problème entraîne aussi une augmentation des émissions, toujours et encore, même si à nouveau quelques efforts ont été faits à ce niveau-là. Et puis on a les industries. Et en Suisse, les émissions industrielles ont diminué, mais il faut rappeler qu'en Suisse, donc sur le pays, si on mettait une bulle sur le pays et qu'on mesurait les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut savoir qu'en Suisse, 60% des émissions sont des émissions qui sont à l'étranger. Et très souvent, quand on parle des émissions en Suisse, on montre des beaux petits graphiques qui montrent ce que la Suisse a fait, mais on ne tient pas du tout en compte le fait qu'une grosse partie de notre consommation vient de l'étranger, et toutes les émissions qui ont été entraînées au moment où ces produits ont été créés, eh bien, ils dépendent aussi de notre consommation, donc ils devraient être comptés sur notre propre compte et pas sur le compte des autres pays. Et puis on a toutes les autres émissions, notamment la digitalisation qui nous fait assez souci parce que toute l'utilisation d'Internet, notamment le streaming, le fait de faire tout le hardware, donc les ordinateurs, les téléphones portables, etc., ça entraîne des émissions, mais aussi le fait de stocker toujours plus de données, ça entraîne énormément d'émissions au niveau des serveurs. Et très souvent d'ailleurs, ces émissions, elles sont aussi à l'étranger. Donc quelles sont les conséquences de ces émissions? Donc là, on arrive dans la partie qui n'est pas forcément très agréable à entendre. Aujourd'hui, on a déjà augmenté notre température d'un peu plus d'1 degré au niveau global sur Terre. Donc ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il va faire 26 degrés au lieu de 25 degrés pendant l'été à Neuchâtel. Ça veut surtout dire qu'on a une quantité gigantesque d'énergie qui est aujourd'hui stockée de manière supplémentaire dans nos océans, dans nos végétaux, sur notre continent. Et donc pour vous donner une idée, la différence de température globale entre une période glaciaire où on a des glaciers pratiquement jusqu'ici et une période interglaciaire est à peu près de 5 degrés. Donc 1,1 degré, ça représente déjà quelque chose de conséquent. Donc ici, on voit un graphique avec le changement de température globale sur l'axe des Y et en X, les années. Donc on voit vraiment que, surtout là, si on regarde de manière un peu plus précise,
depuis la fin de la Seconde Guerre, on a vraiment eu cette augmentation de température et cette augmentation qui s'intensifie. Aujourd'hui, ce qu'on sait, notamment grâce au travail du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, qu'on appelle IPCC en anglais, qui ont publié leurs 3 rapports d'évaluation entre août dernier et le mois d'avril cette année, c'est que les changements climatiques récents, ils sont causés par les activités humaines. Aujourd'hui, on n'a aucun doute là-dessus. Ils sont généralisés, ils sont rapides et ils s'intensifient. Donc pour être clair, les scénarios qu'on avait il y a 10, il y a 20 ans, les pires scénarios qu'on avait imaginés, ben là, on est au-delà de ce pire. Donc il faut se dire que voilà, ça s'intensifie et ça va extrêmement vite et plus vite que ce qu'on avait pu imaginer. Et aujourd'hui, les activités humaines sont responsables de l'augmentation et de l'intensité de la fréquence des événements climatiques extrêmes. On parle des vagues de chaleur qui sont non seulement plus fréquentes, mais plus intenses et souvent plus longues. Et ce n'est pas de la musique d'avenir, et je pense que tout le monde en est conscient. Vous êtes sans doute au courant de ce qui se passe en Inde actuellement. Ça fait plus d'1 mois que l'Inde est littéralement en train de brûler. On mesure des températures jusqu'à 60 degrés au sol. Dans ce pays, on a les décharges à ciel ouvert qui sont en train de brûler, ce qui va causer d'énormes problèmes de santé publique, parce qu'on a vraiment des déchets qui sont extrêmement toxiques. Et ça entraîne donc des sécheresses. Les sécheresses, on a une bonne partie de l'Europe aujourd'hui, déjà au mois de mai, et d'ailleurs depuis 6 à 7 semaines, qui ont déjà atteint des taux de sécheresse extrêmement élevés. J'ai entendu hier aux informations qu'il y a, je crois, 17 départements français qui sont déjà en pénurie d'eau aujourd'hui, là, au mois de mai. Et puis on a aussi d'autres régions, par contre, qui vont être de plus en plus humides. On va avoir des pluies beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus fréquentes aussi. Et le problème, c'est que ces pluies, elles vont tomber souvent très rapidement, en très grande quantité. Donc elles ne vont pas forcément remplir correctement les nappes phréatiques ou réhydrater la végétation, parce qu'elles vont tout de suite ruisseler et partir vers les rivières et vers l'océan. Et donc on peut avoir des pluies extrêmes, mais assez rapidement, quelques mois plus tard ou même l'année d'après, d'énormes sécheresses au même endroit à cause de ça. Et donc on a des endroits qui étaient assez secs jusqu'à maintenant qui vont peut-être devenir plus humides, et par contre on a des endroits qui étaient plus humides et qui vont devenir extrêmement secs. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important d'arriver à modéliser tout ça et d'arriver à prévoir ce qui va se passer, parce qu'on doit être capable de s'adapter à tout ça. Et puis on a aussi, dû aux extrêmes chaleurs, plus de feux de forêt, et puis l'océan, enfin le niveau de la mer qui augmente, notre océan qui a de moins en moins d'oxygène, ce qui pose un énorme problème de biodiversité, et qui devient aussi de plus en plus acide. Donc si on regarde un peu plus précisément ce que ça veut dire pour nous en Europe, donc les risques principaux en Europe peuvent être divisés en 5 risques. Les risques qui sont donc liés aux chaleurs extrêmes, les risques qui sont liés aux pertes agricoles, aux pénuries d'eau et aux inondations. Donc vous voyez ici le premier risque, il est divisé en 3. La première barre ici, c'est la morbidité humaine due aux grandes chaleurs. Et puis là, c'est la perturbation des écosystèmes marins et ici les écosystèmes terrestres. Donc on a ici à gauche le changement de la température globale, donc c'est les risques par rapport au changement. Et la couleur de ces différentes barres, qui va du jaune, rouge au violet, nous donne des informations sur l'intensité ou le niveau du risque, donc de modéré pour le jaune au très haut pour le violet. Et donc si on regarde les chaleurs, on a les points aussi ici qui nous donnent une information sur le niveau de confiance, donc sur les incertitudes. Donc le niveau de confiance est très élevé quand on a 3 points et est beaucoup moins élevé, donc est relativement bas quand on a 1 point. Donc on a aussi donc, la partie perte agricole, pénurie d'eau, inondation. Si on regarde où on en est aujourd'hui, en Europe à nouveau, donc on voit qu'on a déjà des risques qui sont liés à ces différents paramètres, et que ces risques sont pour l'instant relativement modérés. Si on monte à 1,5 degré, qui est l'objectif absolu pour éviter une dégradation massive de la vie sur Terre, et je vais expliquer après ce que ça veut dire, c'est 1,5 degré, on voit que les risques restent modérés pour la plupart des paramètres, à part pour les pénuries d'eau dans le sud de l'Europe. On voit qu'à 1,5 degré, on aura déjà un risque haut de pénurie d'eau pour la population dans le sud de l'Europe. Et puis tout ce qui concerne le risque de perdre l'héritage culturel, parce que c'est aussi quelque chose à évidemment prendre en compte, qui devient haut à très haut, déjà à 1,5 degré. Et si on monte à 2 degrés, donc 2 degrés c'était l'objectif qu'on avait au moment de l'accord de Paris, mais qui a été révisé par ce groupe d'experts intergouvernementaux sur le climat, parce qu'on s'est rendu compte que les choses allaient plus vite que ce qui était prédit. Et donc on voit qu'à 2 degrés déjà, on a beaucoup plus de risques. Au niveau des chaleurs extrêmes, on aura des risques élevés de morbidité partout en Europe. On aura des risques élevés de pénurie d'eau dans le sud de l'Europe
et aussi dans le centre-ouest. Et au niveau des inondations, eh ben on a des risques à nouveau hauts à très hauts, aussi en Europe, des inondations liées aux fleuves et aussi dans les régions côtières. Donc on voit qu'avec seulement 0,5 degré d'augmentation, on a déjà une différence claire. Et si on regarde 2,9 ou 3 degrés, donc 3 degrés, c'est où on est en train d'aller aujourd'hui avec les décisions politiques qui ont été prises en termes de climat, eh ben on voit que les risques sont beaucoup plus élevés partout. On a des risques très élevés dans pratiquement tous les domaines, autant pour les chaleurs extrêmes, les pertes agricoles, les pénuries d'eau, et pas seulement dans le sud de l'Europe, et les inondations. Donc ça, c'est pour vous montrer que vraiment chaque dixième de degré compte. Donc il faut vraiment essayer de faire le maximum pour limiter ce changement de température globale à 1,5 degré. Ce qu'on sait aussi, c'est que toutes les régions du monde sont déjà affectées, et elles vont continuer à être affectées par ces changements climatiques, et que chaque année, même si on en parle extrêmement peu, je pense que j'en ai jamais entendu parler dans les médias, même si je suis aussi des médias assez spécifiques, il y a environ 20 millions de réfugiés climatiques qui sont obligés de quitter leur logement. Donc ici, si on regarde cette carte, je vous invite à regarder d'abord la carte du haut qui représente les émissions cumulées territoriales de CO2. Donc plus les couleurs sont vers les couleurs chaudes, donc vers le rouge-brun, plus le pays ou le territoire a émis de gaz à effet de serre depuis le début de ses émissions, donc depuis le début de l'industrialisation. Alors qu'on entend souvent parler, surtout en Suisse et dans les médias dernièrement, on entend beaucoup de témoignages qui disent « oui, mais nous en Suisse, on est un petit pays, de toute façon, les Chinois, ils émettent beaucoup ». Mais on peut se rendre compte qu'en termes de responsabilité, ben, les Chinois, ils sont moins responsables que nous des changements climatiques qu'on observe aujourd'hui. Et que les principaux responsables, et je ne parle pas de coupables ici, je parle vraiment de responsables, parce que je pense qu'il faut voir les choses en face, ce sont les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Europe et un petit peu moins l'Australie. Et que tous les autres pays, ils ont émis relativement peu de gaz à effet de serre. Mais si on regarde la carte en dessous, qui est la carte de la vulnérabilité des pays face à ces changements climatiques, on observe en fait l'inverse. C'est que les pays qui ont émis le moins de gaz à effet de serre sont les pays qui sont les plus vulnérables à ces changements. Et donc on voit une grosse partie de l'Afrique centrale qui est extrêmement vulnérable au changement climatique. Et ce sont des zones où, dans quelques années, la vie ne sera plus possible. Et donc on voit aussi l'Inde, mais ce n'est pas une surprise avec ce qu'on observe déjà aujourd'hui, et la Chine qui est aussi relativement vulnérable. Et donc en voyant cette carte, on peut avoir deux façons de penser. On peut se dire « ah ben nous, on est en Suisse, on a plutôt de la chance, hein, parce qu'on a l'air d'être moins vulnérable que les autres. Donc on peut se dire, bah, nous, voilà, on n'a pas trop de soucis à se faire. Mais il faut réaliser que tous les gens qui viennent de ces endroits extrêmement vulnérables, bah, ils vont devoir trouver de l'alimentation, ils vont devoir trouver de l'eau, ils vont devoir trouver des endroits où vivre. Donc tout ça, ça veut dire qu'on va avoir une migration massive vers l'Europe dans les décennies à venir. Et donc il faut s'y préparer à cette migration. Et la migration qu'on observe aujourd'hui, elle est minuscule comparée à ce qui nous attend. Donc pour nous, c'est la chose principale sur laquelle je pense qu'il faut se concentrer. Et donc c'est pour ça que quand on parle de changement climatique, on doit parler de justice sociale, de justice climatique. Et c'est quelque chose qui reste encore très compliqué à faire passer dans le monde politique. Mais on a une responsabilité par rapport aux pays les plus vulnérables, parce que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est en partie à cause de nos activités et des émissions que nous avons entraînées. Et cela, on l'observe aussi à l'échelle du pays, à l'échelle d'une région. C'est-à-dire que les personnes qui sont déjà aujourd'hui les plus vulnérables et les plus pauvres, c'est les personnes qui vont être les plus touchées par les changements climatiques et les premières victimes. Donc il faut vraiment réfléchir en termes de justice sociale. Et il y a une région qu'on ne voit pas justement sur cette carte, mais qui reste en fait la plus vulnérable, mais pour d'autres raisons sur notre planète. Ce sont les régions polaires, donc l'Antarctique qui se retrouve ici et l'océan Arctique ici avec le Groenland, qui sont des régions où il y a très peu d'habitants, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas sur ce genre de carte. Mais ce sont les régions du monde qui se réchauffent le plus vite et qui sont les plus vulnérables. Et moi, c'est les régions du monde que j'ai eu la chance de visiter le plus ces dernières 15 années. J'ai eu la chance de partir sur le Groenland pendant plusieurs mois, de traverser l'océan Arctique en brise-glace. Donc ça, j'en ai retiré ces photos que je vous montre ici. Et pour moi, c'est clair que c'était une grande passion de partir. Donc j'avais envie de découvrir tout ça, mais c'est aussi une vraie passion de comprendre ce qui se passe là-bas. Et en fait, ce qu'on observe là-bas, d'année en année, quand on y va régulièrement,
c'est que c'est un écosystème qui est en train d'être totalement bouleversé. D'une année à l'autre, on voit des changements qui sont inimaginables. Et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de pionniers, d'anciens climatologues, d'anciens glaciologues, donc de partir sur des bateaux pendant plusieurs mois avec eux. Donc c'est vrai que c'est des gens qui peuvent beaucoup nous inspirer. Et eux nous racontent ce qu'était le terrain il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40, 50 ans pour certains d'entre eux. Et c'est extrêmement choquant d'entendre ça, notamment d'entendre ce qui se passe avec l'état de la banquise. Aujourd'hui, on a perdu 50% de la surface de la banquise en 50 ans. Et donc, c'est quelque chose qui est complètement bouleversant, parce que cette image, typiquement, on peut se dire c'est magnifique et tout, mais cette image, c'est une preuve que la banquise elle est en train de fondre et qu'elle fond extrêmement vite. Et cette banquise, typiquement, durant cette mission, moi j'étais censée aller faire du forage dessus, j'étais censée aller marcher dessus, et elle était dans un état tellement dégradé qu'on a dû annuler toute une partie de notre recherche et qu'on n'a pas pu aller sur cette glace à cause des risques. Et je suis partie en Antarctique en 2017, c'était ma dernière longue mission. Je suis partie 3 mois en hiver sur un brise-glace américain à travers la banquise de l'Antarctique, donc on travaillait principalement de nuit. Donc c'est là, cette photo, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un de mes collègues, on l'a ressortie, donc c'est le seul visiteur qu'on a pu voir pendant 3 mois. Et pendant cette mission, les conditions de glace étaient bien pires que ce qu'on avait pu imaginer. On avait aussi prévu d'aller faire beaucoup de forage sur la glace, parce que le but de cette expédition, c'était de comprendre l'état de la banquise en Antarctique. Jusqu'à maintenant, on pensait que c'était surtout la banquise dans le Grand Nord qui était affectée, mais durant cette mission, on s'est rendu compte qu'en fait, la banquise en Antarctique l'était aussi. Et là aussi, les anciens, qui étaient à nouveau les pionniers à être partis en Antarctique dans la banquise, nous montraient des images et nous parlaient de leurs expériences. Et ce qui se passe quand on est sur le terrain, maintenant, c'est qu'on ne peut plus du tout se fier à notre expérience ou à l'expérience des anciens, parce que tout change extrêmement vite. Et par exemple, on s'attendait à avoir peut-être 50 cm, 80 cm de glace pour pouvoir faire nos expériences durant cette période. Et la plupart du temps, on avait 10, 15, 20 cm. Et donc, ça ne nous permettait pas non plus de faire cette recherche. Et vous pouvez imaginer que quand on part sur le terrain, c'est des années de préparation, c'est des financements énormes. Et donc, quand on se retrouve comme ça, on se dit on veut absolument pouvoir échantillonner cette banquise, parce qu'on voulait comprendre aussi ce qui se passait à l'intérieur. On n'étudiait pas seulement la physique, donc la fonte de la banquise, mais aussi toute la biodiversité autour de cette banquise, les nutriments. Et moi, j'étudiais les gaz à effet de serre piégés dans cette banquise, parce que la banquise, elle fait un peu un couvercle entre l'océan et l'eau. Enfin, c'est ce que beaucoup pensent. Mais en fait, ce n'est pas du tout un couvercle, et il y a encore des échanges qui se passent. Donc, elle joue un rôle assez important aussi sur les cycles de ces différents gaz à effet de serre, et c'est ce que j'étudiais. Donc, on voulait absolument arriver à l'échantillonner. Donc, on a fait, pendant certaines périodes, on a réussi à faire du forage. Vous voyez là, on est aussi sur la banquise. Là, on a seulement peut-être 50 cm, 40-50 cm de glace sous nos pieds. Mais on a aussi eu des très mauvaises expériences. Et pendant cette mission, de nombreuses fois, on a eu des évacuations d'urgence. On a un collègue qui est tombé à l'eau. Et là, pour vous donner une idée, quand on est là-bas, on est à 3 semaines du poste de secours le plus proche, alors que quand on est sur la Lune, en 24 heures, on peut être secouru. Donc s'il nous arrive quelque chose, on n'en donne pas cher de notre peau, ça on le sait tous. Donc il faut faire extrêmement attention. L'eau, elle est à moins 2 degrés, et donc il y a énormément de courant. Donc quand on passe dans l'eau, la chance d'être secouru est très faible. Heureusement, ce collègue, il a réussi à s'en sortir, mais ça nous a fait très peur à tous. Et personnellement, pour moi, cette expédition, c'était peut-être l'expédition de trop ou pas, ou c'est l'expédition qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. Parce que c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, en fait, là, je risque ma vie, je risque peut-être de ne pas rentrer. Et j'ai surtout eu cette peur un jour où on s'est retrouvés bloqués sur un zodiac. On était avec notre équipe en train de faire des mesures, et tout d'un coup, les vents sont levés, la glace a monté. Et en fait, vous voyez ici, on a juste eu le temps de monter le moteur. Et en fait, le zodiac, il a été pris dans les glaces. Et on avait le brise-glace qui était au loin, on était en train de dériver, on avait une mauvaise connexion avec le brise-glace. Et là, on se dit, on est là en plein vent, il faisait très froid, on n'était pas équipés. Moi, je m'étais en plus pas très bien préparée, parce que souvent, quand on est dans le brise-glace, on nous dit « Ah, c'est bon, maintenant on part », donc hop, on met les affaires, on y va. Et j'ai vraiment eu très froid, j'ai eu très froid aux mains, et j'ai vraiment eu très peur. Et j'ai vraiment eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, on est là, on prend des risques, on est loin de nos familles pendant des mois, même si c'est magnifique ce qu'on vit. Et on va rentrer, je vais aller travailler au labo, je vais aller mesurer mes échantillons, on va écrire des articles scientifiques, on va nous dire « Ah super, tu as une publication en plus ». Et quoi ? Et qu'est-ce que ça va changer ? On va peut-être essayer de le communiquer, mais ces communications, elles ne passent pas, c'est souvent trop spécifique. Et moi, en rentrant de cette expédition, je me suis dit « C'est plus possible, je ne peux plus continuer à faire ça en voyant ce qui se passe sur le terrain ». C'est notre responsabilité aussi en tant que scientifique d'aller parler aux gens et de pousser pour que les choses changent.
Et pour moi, la communication, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc, il m'a fallu 2 ans pour prendre la décision de faire un véritable tournant dans ma carrière. Et donc, j'ai laissé de côté ma vie de chercheur, même si ça reste ma passion et ça reste quelque chose qui est très cher à mon cœur. Et j'espère un jour peut-être pouvoir retourner sur le terrain. Mais j'ai pris la décision d'aller parler aux politiciens, d'aller parler aux industriels, d'aller vous parler à vous, aux citoyens et aux jeunes pour faire changer les choses. Et donc, maintenant, je suis directrice des communications et des sciences climatiques chez CO2 Value Europe, qui est une organisation qui a pour but de défossiliser l'industrie et donc de créer une économie circulaire du carbone, donc d'arrêter d'utiliser des carburants fossiles. Et donc, on parle aux politiciens. Je travaille vraiment entre le milieu politique, le milieu de l'industrie et le milieu aussi des sciences, de la technologie et de l'innovation pour trouver des solutions, et je les expliquerai tout à l'heure. Et justement, quand on parle de solutions, quelles sont les solutions? La solution la plus évidente, c'est qu'il faut drastiquement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et on sait que si on veut prévenir une dégradation massive de la vie sur Terre, on doit arriver à ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement global sur Terre, si on veut justement éviter que cette goutte d'eau fasse déborder le vase. Donc ici, on a un graphique avec les émissions de gaz à effet de serre à gauche, et puis ici, on a les années, donc de 2010 à 2050. Donc la première partie ici, ce sont des mesures qui montrent qu'on continue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et puis ici, donc ça c'est un graphique du dernier rapport du GIEC, et ici on a les différents scénarios d'émissions. Donc ce sont des modèles climatiques qui nous permettent de définir ces scénarios, ce sont des grands calculs. Et donc l'objectif ultime, c'est d'arriver à ces 1,5 degrés. Si on veut arriver à ces 1,5 degrés, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on agisse le plus rapidement possible. Plus vite on agit, moins cela va nous coûter en termes de coûts, de coûts économiques, mais aussi de coûts humains. Il faut qu'on soit capable d'inverser la tendance, donc de passer à une tendance où aujourd'hui on est encore en train d'augmenter les émissions, à une tendance où on les stabilise et où on va commencer à les diminuer. Donc on aurait 3 ans pour arriver à inverser cette tendance, qui est un challenge absolument inouï, on en est bien d'accord, peut-être utopique pour certains, mais vous allez voir que les solutions existent. On doit aussi arriver à diminuer de moitié nos émissions d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à 2050. Donc la neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus émettre de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'on va avoir la même quantité d'émissions que de puits. Et donc les puits, c'est ce qui enlève les gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc un arbre, c'est un puits de carbone, parce que ça enlève le CO2 de l'atmosphère, mais il existe aussi, un arbre, toute la végétation, les sols, etc. Et il existe aussi aujourd'hui des façons artificielles d'enlever le CO2, donc des technologies qui permettent d'enlever le CO2 de l'atmosphère, même si à nouveau ce ne sont pas du tout des solutions magiques. Et ce qu'on voit aussi sur ce graphique que j'ai montré tout à l'heure, c'est cette différence entre l'objectif qu'on doit atteindre, parce que tous les experts nous expliquent, tous les modélisateurs, tous les climatologues qui travaillent vraiment sur ces scénarios de projection, et on voit que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le contexte politique et économique actuel, c'est qu'on va en fait doubler cet objectif. Donc là, on est en train d'aller vers une température globale sur Terre de 3 degrés plus élevée que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc ça, vous l'avez vu tout à l'heure en termes de risques, ça entraîne vraiment des risques beaucoup plus conséquents pour nous tous. Pour vous donner une idée, et je pense que c'est la base quand on commence à réfléchir en termes de solutions, c'est de se dire, moi, en tant que personne, qu'est-ce que j'émets comme gaz à effet de serre? Et en discutant avec les jeunes, parfois il y en a qui pensent en grammes, qui pensent en kilos, mais non, nous on émet à peu près en Suisse 14 tonnes par habitant par année de gaz à effet de serre. On voit différents chiffres qui sont souvent assez manipulés, on voit parfois 5 tonnes, 8 tonnes, c'est parce qu'on souvent on ne compte pas toutes les émissions ou on ne compte pas les émissions exportées. Mais quand on mesure ou qu'on calcule une empreinte carbone, donc la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet, il faut prendre toutes les émissions, évidemment les émissions de l'avion qu'on va prendre, parce que ça a un impact énorme, et tous les produits qu'on importe, tout ça doit être pris en compte. Et vous voyez quand la Suisse est en haut de la liste, mais pour une fois on n'est pas du tout content d'être en haut de la liste, parce que ça veut dire que c'est le 16e pire exemple au monde donc par habitant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc plus un pays est riche, en général, plus il va avoir d'émissions de gaz à effet de serre par habitant. Si vous voulez faire le test, et ça je vous invite à le faire si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez regarder sur le site du WWF, il y a d'autres calculateurs d'empreinte écologique, et ils vous permettent d'une manière très simple de calculer votre empreinte. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet non seulement de calculer votre empreinte, mais ça vous donne aussi des indices sur comment est-ce que vous pouvez la diminuer. Et par exemple, moi, en quelques années, j'ai réussi à diminuer mon empreinte d'à peu près 10
tonnes par an à entre 4 et 5 tonnes par an aujourd'hui, en faisant vraiment des efforts qui sont assez minimes. Bon, un effort majeur, c'est que je ne prends plus l'avion, mais pour le reste, les efforts sont assez minimes. Donc en comprenant en fait d'où viennent nos émissions, on arrive vraiment déjà à décroître fortement ces émissions. Et puis la dernière partie, donc je dirais d'aller entre du 4 au 3, ça devient plus compliqué. Et ce 3 tonnes justement de carbone par an, c'est l'objectif qu'on doit se fixer pour 2030. Donc pour vous donner une idée un peu de ce que ça représente, parce que je pense que parfois c'est important de le visualiser. Donc chaque activité ici en couleur représente 3 tonnes par an, enfin 3 tonnes de CO2. Donc par exemple un aller-retour Londres-New York, ça représente 3 tonnes de CO2, donc juste l'aller-retour en avion. Le fait de rouler 12 000 km en voiture, c'est 3 tonnes de CO2. De chauffer au fioul un petit appartement de 52 mètres carrés, ça représente déjà 3 tonnes de CO2. Donc ça vous donne déjà une première idée. Acheter à peu près 5 000 € de vêtements, moi, je ne sais pas qui le fait, ça me semble énorme, mais ça représente aussi 3 tonnes de vêtements. Évidemment, ça, ce sont des chiffres ce sont des moyennes, hein, ça représente pas, ça dépend aussi des habits qu'on achète, etc. Mais là, on parle d'habits neufs par an. Et en ce qui concerne l'alimentation, et ça, je pense que notamment en Suisse, mais c'est vraiment un sujet sur lequel on doit se concentrer. On a l'alimentation où on mange des repas à base de viande de bœuf. Si on mange 1 à 2 fois par jour de la viande de bœuf, ça représente aussi 3 tonnes par an. Alors qu'on pourrait manger 480 repas avec du bœuf par an pour 3 tonnes, mais on peut manger 5800 repas végétariens, donc plus de 10 fois plus de repas végétariens pour avoir la même empreinte. Donc ça veut dire que si on veut être capable de nourrir le maximum de personnes avec le minimum d'émissions, eh ben, il faut qu'on végétalise notre alimentation. Et puis il y a les smartphones. Donc 3 heures sur un smartphone avec la moitié en streaming, donc à regarder des vidéos, etc. Ça représente aussi 3 tonnes de CO2 par an. Et donc pour en revenir à l'alimentation, là je donne juste d'ordre indicatif. Ici vous avez les différents types d'alimentation avec leur empreinte carbone. Donc c'est le nombre de kilos de CO2 par équivalent de kilos de produits. Donc pour 1 kilo de bœuf, on émet 60 kilos de CO2. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup du bœuf. Parce que souvent on dit oui mais le bœuf, mais en fait le bœuf c'est clairement l'aliment qui émet le plus de gaz à effet de serre. Et ici, vous avez ces différentes barres avec différentes couleurs. La partie bleue, c'est les émissions causées par le changement d'utilisation des sols. La partie un peu vert pétrole ici, c'est la partie liée à l'agriculture. Ensuite, l'alimentation animale liée à cette agriculture. Et puis tout ce qui concerne la transformation, le transport et la distribution, conditionnement, etc. Donc on parle beaucoup de manger local, ce qui est absolument essentiel aussi. Mais vous pouvez voir ici que le transport, pour la plupart des produits, ça reste extrêmement faible par rapport à l'empreinte de la production du produit. Donc on a ici le bœuf, l'agneau et le mouton qui sont, voilà, l'agneau et le mouton, c'est à peu près donc c'est 24 kg de CO2 par an, alors que le bœuf c'est 60. On a le fromage, le bœuf laitier, etc. Le café, qui est aussi une empreinte assez importante. Et plus on va vers le végétal, moins l'empreinte est importante. Et donc il faut manger local, mais il faut aussi manger de saison. Et c'est même plus important de manger de saison que de manger local, parce que si on mange seulement local, mais par exemple des fraises en plein hiver, ça n'a pas grand sens, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour les faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions dans tous les secteurs pour réduire d'au moins 50% nos émissions de gaz à effet de serre et d'ici 2030. Donc aujourd'hui, et donc ça c'est aussi ce rapport d'évaluation du GIEC qui nous le montre, on a les solutions pour atteindre nos objectifs. Donc maintenant ce qu'il faut, c'est les décisions qui vont avec, et c'est les changements comportementaux qui sont majeurs, qui doivent aller avec. Et on a aussi les financements au niveau mondial pour atteindre ces objectifs. Et ce qu'on sait avec une grande certitude, et c'est peut-être une des plus grandes certitudes qu'on a aujourd'hui, c'est que agir coûtera beaucoup, beaucoup moins cher que ne pas agir, parce que les conséquences de l'inaction vont être extrêmement coûteuses. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce choix à faire d'investir maintenant pour le futur. Et ce n'est pas forcément le futur dans 100 ans, c'est vraiment le futur dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. Donc on parle vraiment d'un futur qui est proche. Et donc quand on pense aux solutions, très souvent on entend parler énergie renouvelable, recyclage, les technologies high-tech, low-tech, l'agriculture bio, alors que l'agriculture bio, ce n'est pas forcément bon pour le climat. Ce qui est bon pour le climat, c'est l'agriculture régénérative, qui régénère les sols et régénère la biodiversité. Mais on oublie souvent de parler des éléments les plus importants, et un des éléments, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, pour un service donné, on doit améliorer au maximum son efficacité en termes d'utilisation des ressources et en termes d'utilisation de l'énergie. Donc par exemple, pour faire Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds en voiture, on peut se dire quelle est la façon la plus
la moins émettrice de carbone, de faire ça, qui va utiliser le moins d'énergie et le moins de ressources, c'est d'y aller à pied. Bon, on prend quelques jours de vacances et puis on va se promener. Mais si on veut être plus efficace en termes de temps, on peut se dire on y va en vélo. Bon, c'est pas pratique pour tout le monde. On peut se dire on va prendre les transports partagés. Transports partagés ne veulent pas forcément dire transport public. Je pense qu'une chose qui serait très intéressante dans un canton comme celui-ci, c'est de développer justement ces plateformes de transport partagé, comme il y en a pas mal en France, ce qui peut être aussi très intéressant et c'est beaucoup moins coûteux que se déplacer en véhicule individuel. Ou bien on se dit, moi je ne peux pas prendre le transport partagé, ça ne m'arrange pas, parce que je dois encore aller chercher mon fils là, et puis faire ça, et donc c'est compliqué. Donc on va se dire, on va prendre un véhicule à soi. Et le véhicule qu'on va choisir, la question, c'est pas de se dire, est-ce qu'on prend un SUV électrique ou un SUV qui marche au carburant fossile, parce que finalement, le problème, c'est pas l'énergie qu'on va utiliser, c'est le véhicule en soi. Donc le futur de la mobilité, c'est clairement des petits véhicules, qu'ils soient électriques ou au carburant fossile. Ça, c'est une question qui est peut-être pas la plus importante, mais la question la plus importante, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on doit passer à des véhicules beaucoup plus petits et qui sont aussi beaucoup moins lourds pour transporter 80 kg avec un véhicule de 2,5 tonnes, ça n'a aucun sens en termes d'efficacité. Donc, il faut vraiment revenir à cette vision. Mais il faut aussi penser en termes de sobriété. Et la voiture, c'est un assez bon exemple. Si on voit ce graphique de l'Office fédéral de l'environnement, qui ici, c'est un indice donc, qui représente 100 en 1990. Donc, si on imaginait qu'on avait... c'est donc un indice qui donne des informations sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là, donc de 1990 à 2020, on voit ici en jaune, c'est justement l'efficacité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que par véhicule, aujourd'hui, on émet toujours moins de gaz à effet de serre. Donc pour un service donné, il y a de moins en moins de gaz à effet de serre qui sont émis. Par contre, on regarde les autres courbes ici, surtout la courbe bleu clair, qui est le nombre de véhicules de transport de personnes. Et on voit que justement, ce chiffre augmente de manière pratiquement logarithmique. Donc, alors qu'on a amélioré l'efficacité, que les voitures émettent de moins en moins de gaz, mais on a de plus en plus de voitures sur la route. Et donc ça continue à faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut absolument penser en termes de sobriété. Et la sobriété, ça veut dire vraiment consommer beaucoup moins, donc réduire sa consommation. Ça veut dire aussi partager. Et il y a beaucoup de belles initiatives en Suisse sur ces sujets-là. Par exemple, en Suisse allemande, ils ont développé un système d'autocollants avec différents services. Et par exemple, on peut mettre les différents électroménagers qu'on peut avoir chez soi. Donc on dit, nous, on a un caclon à fondu qu'on peut prêter, on a un four à raclette, on a une perceuse, une ponceuse. On colle ça sur sa boîte aux lettres. Comme ça, les voisins, en passant, se disent, tiens, moi, je dois faire des travaux. Tiens, cette voisine a une perceuse, je vais sonner chez elle. Est-ce que vous pouvez me prêter votre perceuse? Du coup, ça recrée aussi ce lien qui, je pense, est en train d'être fort perdu entre les communautés, entre les voisins. Et puis, ça peut être la même chose aussi pour des services, des personnes qui sont capables de réparer un attel, réparer un aspirateur. Moi, je trouve ça extrêmement frustrant. On a un aspirateur chez nous depuis des mois qui est cassé et on arrive à trouver personne pour le réparer et je ne veux absolument pas en racheter un. Donc, je demande à mon voisin toutes les semaines de me prêter son aspirateur jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui est capable de me réparer mon aspirateur. Et c'est des choses qui sont extrêmement frustrantes, mais je pense qu'il faut vraiment revenir à ça. Donc, on doit vraiment penser à partager, emprunter, réutiliser au maximum ce qu'on a produit. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit produire de bien meilleure qualité. Et réparer et recycler, c'est vraiment en fait tout en bas de la chaîne. Parce que le recyclage, ça demande énormément d'énergie et donc ce n'est pas du tout une solution magique. Et quand on pense en termes de production, que ce soit la production alimentaire, mais aussi la production industrielle, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un fort lien, parce que l'agriculture, c'est devenu de l'agriculture industrielle. La première chose à laquelle on doit penser, c'est à régénérer. Donc c'est pour ça que je dis que l'agriculture biologique, ce n'est pas forcément la solution, parce que l'agriculture biologique, la plupart du temps, elle ne régénère pas le sol. Aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de préserver un sol, on doit régénérer les sols. Pour vous donner une idée, moi, depuis que je suis née, j'ai eu 40 ans il y a quelques jours, il y a plus de 60% des vertébrés qui ont disparu sur cette terre. Depuis que j'ai passé mon bac, il y a pratiquement les 2/3 des insectes qui ont disparu sur Terre en 2 décennies. Et donc, il faut se dire que là, l'urgence absolue, c'est de régénérer tout ça parce que notre vie, elle est liée à ça. Donc, ce mot de régénération, il est absolument essentiel. Donc, à chaque fois qu'on va créer un nouveau service, qu'on va penser en termes de production, à nouveau que ce soit alimentaire, mais aussi des habits, etc., on doit penser en termes de régénération.
et puis préserver ce qui reste à préserver, et puis penser en termes de circularité. Donc réutiliser ce qu'on a autour de nous, réutiliser les déchets, arrêter d'extraire au maximum, que ce soit les ressources fossiles, mais aussi les autres ressources naturelles. Et puis penser, comme je le disais, à la durabilité des produits. Et ça, c'est vraiment la base quand on réfléchit en termes de circularité, c'est d'avoir des produits de bien meilleure qualité. Parce que là, on est vraiment parti dans une économie, cette économie linéaire, où on crée des produits volontairement de très mauvaise qualité, qu'on va porter, par exemple pour les habits, qu'on va porter très peu, qu'on va jeter. Et donc, on est vraiment dans ce système. On doit vraiment transformer ça en économie circulaire. Mais à nouveau, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits dans cette direction, mais il faut que les choses s'accélèrent drastiquement. Et donc d'ici à 2050, nous devons aussi arrêter d'extraire et d'utiliser du carbone fossile. Et ça, c'est sans doute le message qui est le plus difficile à faire passer. D'ici à 2030, on doit diminuer de plus de 70% l'utilisation du charbon sur Terre. Et donc ça, évidemment, ça ne fait pas plaisir à beaucoup de monde, mais c'est une réalité. Et sans ça, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs climatiques. Et on doit aussi arriver à se passer du pétrole et du gaz d'ici à 2050. Parfois, il y a des messages qui parlent du gaz naturel comme étant une solution, mais le gaz naturel, c'est donc le méthane. C'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Quand on le brûle, ça entraîne des émissions de CO2 et ce n'est pas du tout une solution. Il faut aussi arriver à se passer de ce gaz. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, au-delà de cette sobriété, de cette efficacité, donc arriver à produire moins, à consommer moins, c'est qu'il faut qu'on arrive aussi à créer des substituts à ce carbone fossile, parce qu'on va continuer à devoir s'habiller, on va continuer à avoir besoin de plastique. Donc le but, c'est de le faire le plus propre possible, et puis surtout de réfléchir à ce qu'on fait avec ce plastique en fin de chaîne. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est extrêmement important aussi. On va continuer à devoir se déplacer. On va continuer à avoir de la digitalisation. Donc il faut qu'on essaie de réfléchir à comment on peut faire ça avec un impact le plus faible. Et donc quand on pense à cette circularité du carbone, et c'est sur quoi je travaille aujourd'hui, il faut réfléchir à quel carbone on pourrait utiliser en tant que substitut de ce carbone fossile. Et il y a 3 solutions. Une des solutions, c'est l'utilisation du CO2. Le CO2 qui sort encore aujourd'hui de nos usines, et on espère qu'il y en aura de moins en moins, mais dans la décennie à venir, il va continuer à en avoir. Mais aussi le CO2 qui est directement dans l'air. Aujourd'hui, il y a un groupe suisse qui s'appelle Climeworks qui a développé un système de capture directe du CO2 dans l'air. C'est un système qui est aujourd'hui très coûteux en énergie, donc il utilise des énergies renouvelables et en prix. Donc pour l'instant, ce n'est pas viable, mais ça se développe extrêmement vite et ça se globalise. Donc d'ici quelques années, c'est des solutions qui vont être viables. On a la biomasse. Donc la biomasse, ce sont tous les végétaux, etc. Mais le problème étant, c'est qu'on a une quantité définie de terrain, de continents sur Terre. Et donc ces continents, avec la population qui continue à augmenter, on va devoir les utiliser au maximum pour arriver à produire de la nourriture, pour arriver à avoir suffisamment d'eau, pour arriver potentiellement à avoir un peu d'énergie. Donc il faut surtout se concentrer sur ça et on ne va pas commencer à développer des cultures pour avoir du carbone, ça ne ferait pas de sens. Donc ici la biomasse, ce serait surtout dans un sens d'utiliser la biomasse, les déchets de la biomasse, ça se fait déjà. Et ça, ce sont vraiment des projets qui sont en train d'avancer extrêmement rapidement ces dernières années. Donc utiliser cette biomasse comme source d'énergie aussi, mais aussi comme source de matières premières, matières premières carbonées. Et puis aussi tout le carbone qu'on peut récupérer du recyclage, notamment le recyclage du plastique, mais pas que. Et donc tous ces 3 types de carbone pourraient remplacer une partie du carbone fossile, mais pas tout. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que ces solutions, elles seront intéressantes en plus de la sobriété, mais elles ne viennent pas du tout la remplacer. Et donc avec ces différents types de carbone, aujourd'hui, on peut créer des carburants renouvelables, des produits chimiques qu'on appelle renouvelables parce qu'il y a toujours de l'énergie renouvelable entre les deux au moment de la conversion de ces différents types de carbone vers les différents types de produits. Et on peut aussi créer tout type de matériaux de construction. Je vous donne un premier. Donc, le principe s'appelle le Carbon Capture and Utilization. On appelle ça CCU dans le jargon. Donc c'est le fait, pour la ligne ici à gauche, pardon, je ne l'ai pas, la ligne ici à gauche, donc c'est sur quoi je travaille spécifiquement, c'est le fait de capter le CO2 et de le convertir en produit essentiel. Donc aujourd'hui, on capte surtout le CO2 depuis, dans les fumées industrielles. Donc ça se fait déjà depuis pas mal d'années et ça se fait de manière assez efficace. La question, c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce CO2. Et pour certains des procédés, on a besoin d'avoir du CO2 assez pur. Et donc ça demande aussi beaucoup d'énergie pour arriver à purifier ce CO2. Et on va utiliser aussi de l'énergie pour convertir ce CO2 en différents types de produits. Et par exemple, en matériaux de construction. Et pour cette route-là, donc le CO2 vers les matériaux de construction, on a besoin d'assez peu d'énergie. Je vais vous expliquer pourquoi.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le CO2 de l'industrie, on l'amène vers une centrale de carbonatation, et dans cette centrale de carbonatation, on récolte aussi tous les déchets industriels et les déchets de la construction. Aujourd'hui, on a des milliards de tonnes de déchets de construction partout en Europe qui sont pas très bien... il y a assez peu de management autour de ces déchets, donc ils ne sont pas forcément faciles à avoir et on essaie de les valoriser de plus en plus. Mais l'idée étant de faire réagir ce CO2 avec ces déchets. Donc ça s'appelle la minéralisation. Et dans ces déchets, on a du calcium, du magnésium, différents types de minéraux, mais on a aussi de l'énergie. Et donc en faisant réagir ces déchets avec de l'eau et du CO2, on arrive à recréer du carbonate de calcium, donc du calcaire. Donc en fait, on reproduit ce qui s'est produit et ce qui nous a permis de construire une partie, ce qui a permis au temps et à la nature de construire le Jura. Mais on arrive à faire ça aujourd'hui sur de très courtes périodes de temps. Donc en quelques heures, on arrive à recréer du calcaire et avec ce calcaire, on crée des agrégats. Et ces agrégats, ils peuvent être utilisés comme matériaux de construction. Et ces agrégats, donc, ils piègent le CO2. Donc ça nous permet de réduire les déchets industriels, de réduire les émissions de CO2, parce que ça nous permet de stocker ce CO2 sur le long terme dans ces agrégats. Et donc, on peut faire aussi des matériaux d'isolation pour les bâtiments, on peut faire des briques, on peut faire... en fait, ces agrégats peuvent être insérés dans les mélanges de béton, aussi à la place du ciment. Et le ciment qui est un matériel qui a une empreinte carbone extrêmement élevée. Donc ça permet de diminuer aussi l'empreinte carbone du matériel. Et ça permet aussi de réduire l'extraction des ressources naturelles, notamment dans les carrières, parce que toute cette extraction, elle a aussi une empreinte carbone extrêmement élevée. Et donc en Belgique, on a les premiers trottoirs qui ont été construits à base de ces briques de CO2, il y a 2 ans maintenant. Et donc ça, c'est en train de continuer au niveau mondial. Il y a New York aussi qui s'est fortement investi et qui crée des buildings avec ce type de briques. Et donc c'est vraiment une solution qui est très intéressante. Mais à nouveau, ce n'est pas une solution magique, c'est une solution qui va nous permettre de faire diminuer le CO2, de trouver des solutions, mais jamais de diminuer la totalité de nos émissions de CO2. Et puis on arrive à créer, donc là plus dans l'idée de changer, de ne plus utiliser de carburants fossiles, de créer des carburants renouvelables. Donc ça commence par de l'énergie renouvelable et de l'eau. Donc on casse notre molécule d'eau avec de l'électrolyse, ce qui nous donne de l'hydrogène et de l'oxygène. Et cet hydrogène, on le fait réagir avec le CO2. Que ce CO2 qui provienne de l'air ou de l'industrie, ça n'a pas trop d'importance. Enfin, au niveau énergétique, oui, mais pas au niveau de la réaction. Et ça nous permet de créer des carburants renouvelables. Ce qui se passe par contre, c'est qu'on a une grosse perte d'énergie. C'est qu'ici, on perd à peu près 30% de l'énergie. Donc si on a 100% d'énergie renouvelable, on perd 30% jusqu'au CO2, puis on en perd encore 10-15% jusqu'au carburant renouvelable. Donc ce n'est pas très efficace en termes d'efficacité énergétique, cette réaction. Mais ça permet d'amener de l'énergie renouvelable vers des secteurs qui ne peuvent pas l'utiliser directement. Donc il ne s'agit pas d'utiliser ces carburants renouvelables dans des petits véhicules individuels, parce que ces petits véhicules individuels, sur le long terme, ils vont être électrifiés, ça sera beaucoup plus efficace. Mais il s'agit d'utiliser ces carburants renouvelables, par exemple, dans les procédés à très haute chaleur, par exemple dans les aciéries, dans les cimenteries, où on doit monter à 1500 degrés, c'est extrêmement compliqué et cher d'utiliser de l'énergie renouvelable. Donc on pourrait arriver, en fait, sans changer les infrastructures, à utiliser ces carburants renouvelables. On peut aussi l'utiliser dans les avions, parce que surtout les avions à long courrier, même si le but premier est de diminuer drastiquement la quantité d'avions. En 2030, en 2050, on aura encore des avions dans l'air, il faut aussi être réaliste. Et ce type de carburant pourrait être intéressant, surtout si, à long terme, on arrive à prendre le CO2 directement dans l'air, on le transforme en carburant renouvelable, il est réémis, et donc on arrive à fermer la boucle. Donc ça nous permet de substituer les carburants fossiles, en tout cas en grande partie, on l'espère, et de stocker et de transporter l'énergie renouvelable donc vers ces secteurs qui ne peuvent pas l'utiliser directement. Et ça permet aussi donc de réduire les émissions de CO2, même si quand on brûle ce carburant, on va avoir du CO2 émis, mais ce CO2, on l'a évité avant, donc ça réduit au minimum 50% les émissions de CO2. Et si on arrive à reprendre le CO2 qui est émis ici, on arrive à fermer la boucle et à vraiment isoler ce CO2 définitivement de l'atmosphère. Donc les choses les plus importantes à retenir aujourd'hui, tout d'abord, c'est que chaque tonne de CO2 qui est émise aujourd'hui, elle compte, que chaque dixième de degré de réchauffement compte aussi, et que chaque année compte. Donc aujourd'hui, on n'a clairement plus le temps, il faut agir au plus vite. Et quand on donne des dates comme 2025, 2030, on l'entend parfois dans les médias, on dit « Ah oui, mais les climatologues nous disent qu'il ne reste plus que 3 ans pour agir », ce n'est pas du tout ça le message. Le message, c'est qu'il nous reste très peu de temps, plus vite on agit, moins d'inconfort on va avoir. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, et aussi moins ça va nous coûter en termes économiques, mais aussi en termes de vies humaines. Mais aujourd'hui, il est clairement encore temps d'agir,
Mais nous allons avoir des changements inéluctables. Et donc il faut aussi pas seulement penser à atténuer les changements climatiques, mais il faut aussi penser à s'adapter à ces changements. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, parce qu'on est dans cette vie qui va très vite, on ne veut pas trop réfléchir à ce qui se passe, mais là, maintenant, il est encore temps de s'adapter. Quand on aura crise après crise, on n'arrivera plus à s'adapter. Donc il faut vraiment faire des plans stratégiques pour s'adapter aux changements qui arrivent. Et puis, il faut penser en termes de sobriété. Et soyons réalistes, cette sobriété, où on l'a choisie de manière assez stratégique aujourd'hui, on essaie de vraiment réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire la sobriété, à se reconcentrer sur l'essentiel. Et si on ne prend pas cette décision aujourd'hui, cette sobriété, elle va nous être imposée par la nature, parce que la nature a ses limites. Et si on va trop loin, et ça, on le voit aussi dans tous les différents types de scénarios de prédiction, la sobriété va nous être imposée, on n'aura plus d'eau, on n'aura plus suffisamment d'alimentation, et on le voit simplement avec si je le dis comme ça, avec d'immenses guillemets, une petite guerre en Ukraine, c'est quelque chose de très très petit par rapport aux problèmes climatiques, même si c'est quelque chose d'extrêmement grave, c'est une catastrophe, etc. Ça, je ne mets évidemment pas ça en doute. Eh ben, on voit ce qu'une guerre peut entraîner sur notre consommation, sur tout ce qui se passe. Voilà, on a déjà des pénuries d'énormément de choses, notamment d'alimentation. On a cette inflation, etc. Donc quand on voit qu'une guerre entraîne ça, on se dit les changements climatiques, ce sera bien pire. Donc si on ne fait rien, eh ben, il est clair que cette sobriété, elle va nous être clairement imposée. Et là, ce ne sera pas seulement les choses superficielles auxquelles on n'aura plus accès, mais ce sera aux choses de base qui sont donc l'eau, la nourriture et l'énergie. Mais donc on a tous le pouvoir d'agir, mais je pense qu'on a aussi le devoir d'agir justement, surtout quand on vient du milieu politique. Et je pense que quand on pense en termes d'atténuation des changements climatiques, on doit vraiment, comme j'ai déjà dit, penser en termes de justice sociale. Et on doit aussi penser en termes de régénération. Et je pense que l'histoire nous a montré que nous avons le pouvoir de faire changer les choses, et nous avons le pouvoir de régénérer la vie sur Terre, parce que c'est vraiment de quoi il s'agit. On n'est pas en train de parler de sauver la planète, ce qu'on dit très bien, la planète, elle ira très bien avec ou sans nous. Et ici, on voit cette image des plateaux de l'Euss en Chine, qui sont vraiment le berceau de l'agriculture industrielle dans ce pays. Ces terres qui ont été utilisées, surutilisées, érodées, totalement détruites par l'agriculture industrielle notamment. Et à un moment, les populations ont dit stop. De toute façon, on ne pouvait plus rien en faire. Elles ont dit stop, maintenant on va faire quelque chose, on va faire changer les choses. Et en un peu plus de 10 ans, on est passé de cette image à gauche à cette image à droite. Et pour moi, c'est un exemple très clair sur le fait qu'on peut vraiment changer les choses sur une courte période de temps. On a réussi à détruire beaucoup de choses sur une courte période de temps, mais on est aussi capable de régénérer, pas tout, mais beaucoup de choses sur une courte période de temps. Donc là, c'est vraiment un changement qui a été généré par le bas. Donc c'est la population, c'est la pensée collective qui a changé, qui a évolué, qui s'est battue pour faire changer les choses. Mais il y a aussi des changements qui viennent du haut. Par exemple, dans les années 70, on avait ce problème majeur du trou dans la couche d'ozone. Et bien, les politiciens ont pris des décisions drastiques et on a réussi à régénérer cette couche d'ozone. Donc il est possible de faire changer les choses, mais il faut vraiment qu'on joue tous un rôle. Et je pense que le changement, vu la grandeur du problème, le changement doit venir du bas et du haut. Donc on a vraiment tous et toutes une responsabilité et un rôle à jouer. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je prendrai volontiers vos questions.